Bonjour à tous, c'est Simon, je suis là pour vous parler de SOS Fantôme, l'héritage, alias Ghostbusters Afterlife, le nouveau film de Jason Reitman qui arrive ces jours-ci en France. Mais avant, vous le savez peut-être, on est partenaire de Filmo TV, une plateforme SVOD qui mérite toute votre attention et surtout votre argent parce que vous allez vous y abonner. Et croyez-moi, il y a du beau monde parce qu'en ce moment, il y a une théma sur Filmo TV qui est dédiée aux films qui ont été sacrés au PIF. Le PIF, c'est le Paris International Film Fantastic Festival, en gros un festival de films d'horreur, de films fantastiques et de bizarreries qui est tous les ans et dans quelques heures, au moment où nous enregistrons cette vidéo, à Paris, eh bien vous pouvez trouver un film qui est tout simplement introuvable en SVOD partout, sauf sur Filmo TV. C'est bien sûr Why Don't You Just Die de Kirill Sokolov. C'est un long métrage extrêmement étonnant où quand un jeune homme décide d'aller s'engueuler avec son beau-père et que tout ça tourne au jeu de massacre, mais un jeu de massacre qui est incroyablement brutal, incroyablement violent, qui est super bien mis en scène, dont la photo est à tomber. C'est drôle, c'est grinçant, c'est glaçant, c'est un boost d'adrénaline invraisemblable. N'hésitez pas à découvrir ce film que vous ne verrez nulle part ailleurs. Et dans la catégorie des œuvres méconnues, oubliées, je vais vous parler d'un film de Louis Malle qui s'appelle Black Moon. Louis Malle, vous allez me dire, c'est connu Louis Malle, c'est un des plus grands metteurs en scène français, il a fait La Combe Lucien, parce que bien sûr vous avez vu La Combe Lucien, c'est un chef-d'œuvre, regardez-le. Oui, mais Louis Malle a aussi réalisé, avant de s'exiler aux États-Unis, parce qu'il a dû s'exiler, un long métrage extrêmement intéressant qui s'appelle Black Moon, qui est complètement inclassable. En gros, on est dans un espèce de... c'est un film qui est de 73-75. On est dans un futur un peu étrange où les hommes se sont organisés en armée régulière pour faire la guerre aux femmes. Et quand je dis faire la guerre aux femmes, je veux dire, c'est les éradiquer à coups de B-52 et de mortier, quoi, hein, vraiment, sérieusement. Et bien donc, dans cet univers-là, une jeune fille va essayer d'échapper un peu à ce conflit et se retrouver dans un manoir peuplé de créatures étranges, de créatures de contes, d'êtres humains complètement fous et notamment de licornes. Ça peut avoir l'air étonnant dit comme ça, mais c'est un des rares films dans lesquels on voit des tentatives de faire des licornes. Le résultat, c'est un film qui est complètement hallucinogène, qui est démentiel, où il y a des idées très étonnantes tout le temps, où vous êtes entre le rêve, le cauchemar et le conte. Vous n'avez probablement jamais vu ça de votre vie. Même ceux qui connaissent le cinéma de Louis Malle en général ignorent l'existence de ce film. Ça tombe bien, il est sur Filmo TV. N'hésitez pas à y aller, à vous abonner. Il suffit que vous essayiez l'essai gratuit de 14 jours qui après se transformera, parce que vous serez convaincu évidemment, en abonnement à 6,99 € le mois. Nous revoilà donc pour parler de SOS Fantôme, l'héritage, le film réalisé par Jason Reitman. Alors, de quoi est-ce que c'est-il que ça cause? Eh bien, c'est la suite, on pourrait dire, directe des deux précédents SOS Fantôme. On suit deux ados qui sont les petits-enfants d'un des chasseurs de fantômes originels de cette saga cinématographique. Et tout simplement, ils vivent avec leur maman qui est célibataire et pour qui c'est vraiment la déroute financière, ça ne va pas du tout. Et bien justement, il se trouve que, bonne nouvelle, leur grand-père est mort, ils vont donc pouvoir s'installer dans sa vieille maison dégueu. Ah, quelle chance. Eh bien, quand ils vont arriver, ça va être l'occasion de revisiter très littéralement et très spectralement l'héritage de leur grand-père et bien sûr de découvrir plein de petits fantômes, et bien pire encore. Alors, que dire de ce film? On a été deux à le voir pour l'instant dans la rédaction, en projection de presse, Geoffrey et moi-même. On a à peu près le même avis sur le film. Alors, je ne vais pas m'attarder longtemps sur notre opinion, parce que c'est peut-être pas ce qu'il y a de le plus intéressant comme thème à tirer de ce long métrage. Sachez que la critique écrite de Geoffrey, qui est excellente, comme toutes les critiques écrites de Geoffrey, se trouve en description de cette vidéo. Je vous invite évidemment à aller à la lire, à nous rapporter du clic, à vous abonner à Écran Large, et à nous donner de la grosse moula. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans le film? Globalement, juste pour vous dire en un instant, j'ai trouvé le film pas désagréable, parfois même avec énormément de charme, même si j'ai d'énormes problèmes sur son traitement de la nostalgie, qui est un peu bicéphale, pour ne pas dire schizophrène. Enfin voilà, détaillons tout ça. La première moitié du film, donc quand nos joyeuderies, après la mort de leur aïeul, haha, quelle chance, vont pouvoir donc visiter ce petit bled du fin fond des États-Unis et se familiariser avec le passé de leur famille, eh bien, ce qui va se passer, c'est que là, on trouve tout le talent de Jason Reitman, c'est-à-dire de nous faire un film qui est relativement intime, qui est vraiment focalisé sur ces personnages, sur leurs émotions, les émotions qui les traversent, les dilemmes qui les parcourent, ce qui les pousse à agir ou au contraire ce qui les contraint. Et donc le film va être très très touchant, très profond, faut pas déconner, mais on va dire voilà, très humain pendant cette 45-50 premières minutes et ça marche à fond. Et c'est sûrement pas un hasard. Jason Reitman, qu'on connaît notamment grâce à un film comme Juno et qui, on va dire, a été un des principaux réalisateurs des films indépendants de studio du début des années 2000, c'est le fils de Ivan Reitman, réalisateur du premier Ghostbusters. Et son père vient de décéder et il était encore présent sur le tournage de ce film-là. C'est vous dire, comme pour lui, c'est nécessairement quelque chose d'intime, d'émouvant, voire de bouleversant, que d'aller revisiter, et c'est un mot que je vais employer plusieurs fois pendant cette vidéo,
l'héritage de son paternel. Donc bien sûr, il y a un truc très personnel pour lui et ça se sent vraiment pendant ces 45-50 premières minutes. Il y a un truc très beau et la manière notamment dont il filme ses décors est super intéressante parce qu'on se retrouve dans un petit bled du fin fond, je ne sais plus si c'est l'Oklahoma ou l'Arkansas. Et bien tout simplement, ce décor, c'est à la fois un décor qui nous renvoie pour certains éléments au précédent SOS Fantôme, c'est aussi un décor qui nous renvoie, j'ai envie de dire, au fantôme du cinéma. Parce qu'on est dans une petite bourgade traversée par une rue unique, une Main Street, ce qui évidemment nous renvoie au western, parce qu'on va se balader dans une nature qui est assez proche aussi, encore une fois, du western. Et enfin, un décor de vieille mine qui nous renvoie et au western, et au pulp, et à l'aventure, et à Indiana Jones, et à tout ça. Et en fait, ça aussi, ce sont de grandes époques, des genres charnières, et non pas charniers, ça c'est différent, de l'histoire du cinéma. Et donc, c'est un vrai plaisir de visiter tout ça dans ce film-là, d'autant plus que les personnages, sans être ni révolutionnaires, ni très originaux, sont très bien écrits. La manière, encore une fois, dans leurs conflits, dans leurs problèmes, dans leur réussite, s'agence dans le scénario, dans la construction, ça fonctionne. Ça fonctionne également parce qu'ils sont très bien dirigés et très bien interprété. Vous avez Paul Rudd, qu'on ne présente plus, d'autant plus qu'il vient d'être sanctionné du titre de Sexiest Man Alive, à savoir l'homme en vie le plus sexy, qui est un superbe prix. Également parce qu'on y trouve Carrie Coon, brillante comédienne qui est souvent au cinéma attachée à des seconds rôles, mais qui est vraiment une comédienne de premier plan. Vous verrez, elle est exceptionnelle dans le film. Et puis, deux ados, un qui nous vient de Stranger Things. Évidemment, vous avez bien compris que le film entendait taper dans ce type-là de nostalgie, mais il est très bon dans le film, c'est Finn Wolfhard. Finn Wolfhard, il fait très bien le boulot. Il est en pleine crise d'adolescence, le pauvre chat, et oui, il continue à grandir depuis Stranger Things. C'est pas facile de vivre. Et également McKenna Grace, qui est une excellente comédienne et qui est vraiment le personnage central, sinon principal du film. Et ils sont tous très bons, c'est un plaisir de les suivre. Et ils sont souvent très émouvants. Donc voilà, c'est 45-50 minutes. Plus vous savez qu'un remake, plus qu'une prolongation de SOS Fantôme, c'est vraiment, on va dire, une manière de vivre avec et de vivre autour et de se dire, tiens, comment est-ce qu'on reçoit ça en héritage? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça nous change? Qu'est-ce que ça dit de nous? Et ça fonctionne très bien. Encore une fois, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas la révolution, c'est pas le grand soir, mais c'est un film qui a un niveau intime, un niveau personnel, un niveau d'émotion. A fortiori, j'ai envie de vous dire, pour les fêtes de fin d'année, fonctionne très bien, quand bien même il n'était pas au début prévu qu'il sorte à ce moment-là. Pandémie, Covid, problème, industrie, voilà, il sort maintenant. Et donc tout ça, ça fonctionne jusqu'à ce que les fantômes débarquent en force. Et là, on a vraiment le sentiment de sentir les exécutifs du studio qui sont allés tapoter sur l'épaule de Jason Reitman et qui lui ont fait « Oh, t'es gentil Jason, mais on n'a pas dit qu'on voulait un bon film, on a dit qu'on voulait un film SOS Fantôme, merci !» Et là, Jason Reitman, il abandonne. Il lâche complètement. On sent qu'on a mis un bot à sa place derrière la caméra. Et c'est l'enfer parce que tout d'un coup, le film se transforme en pur remake du premier. Mais un remake total. Un remake, je ne veux pas dire qu'il y a beaucoup de références, d'hommages cachés, d'easter eggs, comme disent nos cousins d'Amérique. Non, non, c'est vraiment les péripéties, la structure, les antagonistes qui sont ceux du premier. Alors, on l'avait deviné aux dernières bandes annonces qui clairement vendaient la mèche, mais là, c'est un point où c'est très embarrassant, c'est-à-dire qu'on a l'impression tout d'un coup que le film accélère à toute vitesse pour nous rejouer parfois au plan près les mêmes séquences que dans le film original, ce qui n'est pas très intéressant, ce qui par définition est déjà vu. Et donc on se demande un peu ce qu'on fiche là, et on sent vraiment que le film se dit alors moi, à un moment j'ai voulu être un bon film, mais je préfère être un film qui va faire plaisir aux fans. Et là où ça m'embête, c'est qu'on considère que faire plaisir aux fans, c'est forcément leur redonner l'exacte même chose. Jusque dans les 20 dernières minutes, alors je vais évidemment pas vous les spoiler, mais où là, l'avalanche nostalgique, si vous voulez, c'est... comment dire, c'est manger des steaks de triple pontage dans un buffet à volonté, quoi. C'est gras, c'est lourd, ça passe pas, et il faut vraiment que le film, vous savez, le film avec un bâton là pour vous appuyer dans la gorge, c'est l'enfer. Donc vraiment, c'est la dernière demi-heure, les dernières 40 minutes, moi j'ai énormément de mal, j'ai vraiment l'impression qu'on me prend pour un abruti. Le film devient d'ailleurs assez laid. On sent qu'il y a certains éléments qui n'ont probablement pu être validés. Je parle d'éléments du scénario et notamment la venue de certains personnages qui n'ont pu être validés que très très tard dans le processus de production. Par exemple, le climax, moi j'ai l'impression qu'à un moment le film est sur le point de se terminer et qu'à un moment, pareil, il y a quelqu'un qui fait « C'est bon Bobby, c'est bon, j'ai des personnages en plus, on recommence le climax !» C'est assez embarrassant. Et surtout, à mon sens, c'est considérer la nostalgie de manière un peu nécrophile. Je m'explique. La première moitié du film, comme je vous le disais, elle se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de ce qui a eu lieu hier, comment on le transforme en quelque chose de nouveau. Et ça, c'est intéressant. On est d'accord ou pas avec ce que propose Jason Reitman, mais ça demeure une proposition. Et après, on se dit, tiens, on va faire des fantômes, mais attention, chaque fantôme va nous rappeler un du premier film. Puis attention, comme on va très vite, d'ailleurs, on ne peut pas en mettre des tonnes, et vous perdrez totalement, presque totalement,
la vision un peu flippante, un peu cradingue qu'avaient certains fantômes dans le premier. Ça, oubliez, il y en a un dans un plan. Même la manière dont le film a tendance, si vous voulez, à utiliser beaucoup de ce qu'on appelle d'animatronique, à ne pas avoir recours qu'à l'imagerie numérique. Moi, c'est un truc auquel je suis très sensible, hein, comme tout vieux con qui se respecte. Néanmoins, c'est fait de manière tellement superficielle, et les effets spéciaux numériques étant plutôt très bien gérés dans le film. J'avais envie de dire, non mais les gars, je vois... Enfin voilà, le film tapine vraiment, si vous voulez. On se croirait rue Doudoville à 23h40. C'est assez embarrassant. Et en plus de ça, moi, ça me pose un problème sur comment le film pense ses spectateurs et ses fans. Parce qu'en gros, ce qu'il nous dit, c'est « Les gars, je sais, vous êtes venus pour dérouler du câble, pour en avaler au kilomètre, j'ai tout mis dedans. » Et ben ouais, il met tout dedans à tel point que ça en devient très indigeste. Notamment parce que la particularité du premier Ghostbusters et du travail d'Ivan Reitman, c'est que quelque part, et ça on va bientôt écrire là-dessus sur écran large, le film se vivait comme un peu l'acte de naissance des geeks. Tout simplement, le geek au cinéma, ça n'a pas toujours été des films Marvel, ça n'a pas toujours été ces énormes blockbusters qui se destinent à cette population qui est devenue, on va dire, la population qui donne le là en termes de culture pop. Non, non, c'était à un moment, vraiment, des gens montrés du doigt, un peu moqués, méprisés, en marge. Et le premier film Ghostbusters est un des premiers à réhabiliter ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque les geeks. C'est-à-dire, tout simplement, rappelez-vous qui sont nos héros à l'époque, des gens qui se prétendent scientifiques, qui veulent être scientifiques, qui veulent être reconnus par leur père, mais qui sont montrés du doigt, à qui on coupe les subventions, qu'on dégage, bref, qu'on considère comme des malpropres, et qui vont, en revenant par la porte de derrière, réussir à créer leur propre domaine, à gagner les faveurs aussi bien du public que de leurs pairs, de leurs semblables, parce qu'ils ont des idées, parce qu'ils bricolent, et parce que, de par leur bricolage et leur réassemblage de connaissances, on va dire, académiques, ils créent une nouvelle forme. Et ça, c'était ce qu'ils faisaient du premier Ghostbusters, sans être un chef-d'œuvre, hein, faut pas déconner non plus, mais un film impertinent, un film attachant, et un film qui faisait rentrer dans le champ du cinéma grand public une nouvelle catégorie de personnages. Or, ce film-là, SOS Fantôme, l'héritage, eh ben, il n'a pas envie d'impertinence. Il n'a pas envie de se poser la question de comment faire du neuf avec du vieux. Il n'a pas envie de reconfigurer tout ça. Il n'a pas envie finalement de respecter du tout l'œuvre originale. Il s'en moque. Il ne veut pas la respecter, il veut la muséifier. Il l'ouvre comme une truite, il la vide, il te met du natron là-dedans, il te la vernit, il te la met sous cloche et il fait « Oh, c'est beau !» Non, c'est pas beau, c'est mort. C'est ça mon grand problème. Alors attention, c'est très bien fait. Ça a été travaillé, on sent que les types, ils sont passés, ils se sont dit, voilà, il ne va rien y avoir qui dépasse, pas de poussière. Et donc le film n'est jamais à proprement parler désagréable. Vous n'allez pas passer un mauvais moment. Néanmoins, vous allez passer un moment, à mon sens, assez vain et assez stérile. Et dans ce qu'il dit de la nostalgie, ou plutôt de comment il pense que vous êtes nostalgique, je le trouve assez pervers et assez vain. Donc ça, c'est ma limite avec le film, mais je vous l'ai redit, ça n'est pas une œuvre désagréable, c'est pas un truc indigent. Et enfin, je voudrais quand même terminer sur une note positive, parce qu'il y a une note que je trouve vraiment positive pour le coup, c'est la manière dont le film pose un certain regard sur son héroïne, qui est jouée, donc je vous disais, par McKenna Grace. Eh bien, tout simplement, c'est une petite gamine qui veut travailler les sciences, que personne ne comprend trop, qui est fascinée par certains domaines et qui veut les creuser jusqu'à les comprendre et les maîtriser. Et c'est ce qui va lui permettre de devenir une chasseuse de fantômes. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça comme ça, c'est juste, je pense faire un truc enfantin. Non, bref, une chasseuse de fantômes, une Ghostbuster. Et il y a quelque chose de très très beau dans la manière de décrire le fait d'apprendre, de se renseigner, de se plonger dans les bouquins, en l'occurrence dans des bouquins de science ici, et de le vivre comme une aventure, comme une épopée. Et moi, il y a un plan dans le film que je trouve très touchant, où il y a cette petite fille qui est là avec ses grandes lunettes, qui est habillée en Ghostbusters, qui est avec son flingue, je sais plus comment s'appellent les flingues de Ghostbusters, si, criez-moi dessus, je m'en fiche. Bref, qui est là, cheveux au vent, et qui dit, bah oui, moi je suis une scientifique, et ça veut dire que je suis une aventurière. Et je me dis que moi, gosse, j'aurais adoré voir ça, je trouve que c'est un message plutôt très cool, et si j'avais des mômes en âge de voir Ghostbusters, je les emmènerais voir ça, parce que, ouais, je trouve encore une fois que c'est un message plutôt positif, touchant et bien vu. Et pas si fréquent que ça d'ailleurs. Donc voilà, sachez que si vous y allez, vous allez être face à un film qui pendant une première moitié va être une belle évocation mélancolique et pendant la deuxième un gros gangbang nostalgique qui s'essuie dans les rideaux. À vous de choisir votre équipe. Voilà, écoutez, j'espère que cette critique vous aura intéressé, amusé, que vous aurez eu envie de la partager, d'aller voir le film, de nous donner votre opinion dessus, de nous mettre un pouce bleu ou pas de pouce, ou alors d'aller vous abonner à cette chaîne, de taper la cloche, de vous abonner, de devenir membre premium de la communauté Écran Large, ce qui vous apportera grâce, joie et fécondité. D'ici là, on vous embrasse, on espère que vous allez bien, et si vous allez mal, eh bien c'est votre faute. Bisous.